Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien en ce mardi pour Dev Café, l'émission quotidienne que je vous propose sur le dev mobile. Et attention, aujourd'hui on est le 14 février, du coup n'oubliez pas votre Roméo ou votre Juliette. Bon, au pire vous avez jusqu'à ce soir dans le pire des cas. Et du coup en cette journée remplie d'amour, je vais essayer de parler le moins possible de sujets négatifs, avec des infos sur les boutiques d'applications, des choses assez incroyables comme le Fortran qui est encore le vent en poupe, ou encore des infos sur Android 14, mais bien plus techniques cette fois-ci. Allez, sortez vos meilleurs mugs et tasses, on est parti pour ce nouvel épisode de Dev Café. Pour commencer, on va évoquer deux sujets autour des boutiques d'applications, et dans un premier temps, c'est une info autour de l'App Store, et d'ailleurs j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup à être passé au travers, parce que ça concerne les abonnements. Alors on va imaginer qu'un utilisateur y prenne un abonnement d'1 mois, et au moment du renouvellement, sa carte bancaire, elle a changé. Dans ce cas-là, l'abonnement se trouve impayé, et normalement, on est en attente de son paiement. Alors à ce moment-là, Apple essaie régulièrement et pendant 2 mois d'effectuer à nouveau la transaction. Mais côté App Store, il existe depuis 2019 le concept de période de grâce qui permet de continuer à accéder au contenu derrière l'abonnement pendant quelques jours. Et cette période, elle dépend de la durée de l'abonnement, mais comme vous le voyez sur la documentation qui d'ailleurs n'a pas été mise à jour, si l'abonnement est hebdomadaire, c'est 6 jours de période de grâce, sinon c'est 16. Une fois cette période passée, l'utilisateur y perd alors les bénéfices de l'abonnement, mais les essais d'Apple continuent encore pendant les 2 mois. Et depuis la fin janvier, il y a plusieurs changements car il est désormais possible d'indiquer si on souhaite que cette période de grâce, elle s'applique uniquement aux abonnements ayant déjà fait l'objet d'au moins un paiement, ou alors si vous souhaitez aussi y englober les transactions après les périodes d'essai qui, elles, sont gratuites. Là-dessus, vous aurez maintenant la main aussi sur la durée de cette période de grâce avec 3, 16 ou 28 jours, donc c'est une amélioration appréciable. Toujours sur l'App Store, AppFigures, qui est un outil qui suit l'évolution de l'App Store et du Google Play, a reçu des témoignages de développeurs comme quoi des avis avaient mystérieusement disparu la semaine dernière et sur iOS. Mais après avoir vérifié dans le top 100 des applications et des jeux aux US, on voit bien que la courbe est linéaire, ce qui ne semble donc pas se vérifier dans les faits. Il y a quand même quelques exceptions comme un VPN qui en a perdu 3000, mais ça semble rester à la marge. Maître, sur cet article, il y a 2 données qui sont complètement ahurissantes. La première, ça concerne le nombre d'avis postés sur le top 100 des applications aux US depuis leur lancement, et le chiffre est proche des 350 millions. Et encore mieux, sur le dernier mois, et toujours sur ce top 100 iOS, c'est 5 millions de nouveaux avis, ce qui est vraiment impressionnant. Et allez, on poursuit sans transition avec la suite du dossier autour de la régie publicitaire que nous préparent les opérateurs. Alors si toutefois vous avez loupé les épisodes précédents, aujourd'hui, il y a de la pub qui s'affiche sur les applications et depuis votre téléphone, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez partager votre identifiant publicitaire. Cet identifiant, il est donc logiciel. Mais 4 opérateurs européens, à savoir Deutsche Telekom, Orange, Telefonica et Vodafone, veulent en mettre un en place directement à leur niveau, c'est-à-dire en amont des téléphones. Et l'idée est qu'à leur tour, en fait, les opérateurs, ils veulent prendre leur part du gâteau sur le marché de la pub. Ces 4 opérateurs, ils ont créé une co-entreprise, mais pour l'heure, ils en sont encore à l'étape des validations. Et on apprend que la Commission européenne a validé sa création en indiquant, et je cite, que l'opération ne réduirait pas significativement la concurrence sur les marchés français, allemand, italien et espagnol. Donc bref, leur chemin va pouvoir se poursuivre, et je vous invite à aller voir la vidéo où je vous expliquais plus précisément le fonctionnement, car à terme, vous aurez 2 identifiants, un sur le téléphone et l'autre forcé par les opérateurs. C'est génial, n'est-ce pas ? Allez, on repasse bien du côté mobile, mais on va devoir aller au grenier et enlever beaucoup de poussière, puisque c'est l'architecture ARM qui fait dans le vieux, car lors du FOSDEM qui avait lieu le week-end dernier, des nouveautés ont été annoncées sur le compilateur nommé Flang, et qui permet de lier du Fortran au compilateur LLVM pour ARM. Alors pour le moment, rien n'est encore disponible en version stable, mais c'est directement un ingénieur de chez ARM qui a montré les progrès, avec des supports plus ou moins complets selon les versions du langage. Sachant que par ailleurs, en termes de performance, autant le prédécesseur de Flang que celui utilisé avec GCC font globalement moins bien. La véritable question maintenant, c'est de savoir qui va vouloir faire du Fortran pour les architectures ARM. Comme on dit, telle est la question. Et allez, juste avant la partie en bref, une petite info qui concerne non pas un langage utilisé pour le mobile, mais qui gravite quand même autour, à savoir le Go. Et une très grosse polémique est en train de naître car un ingénieur de chez Google vient de présenter la possible mise en place de la télémétrie sur les outils utilisés par Go.
Dans la communauté, ça fait logiquement jaser et beaucoup aimeraient que ce soit un mécanisme d'opt-in, c'est-à-dire désactivé par défaut et que ce soit aux développeurs de l'activer volontairement. Mais l'équipe derrière Go le rejette car il n'y aurait quasiment personne qui l'utiliserait dans ce cas. Mais si Google justifie l'intégration d'une telle fonctionnalité, c'est qu'elle permettrait d'enlever l'espèce de voile qui est entre les concepteurs du langage et les développeurs pour finalement mieux comprendre ce qui fonctionne, mais surtout ce qui fonctionne mal, pour ensuite mieux prioriser les tâches. Le problème, c'est que l'équipe derrière Go n'est pas claire sur le type de données qui sera récoltée, et ce qui justifie donc cette polémique. Car en réalité, le problème, c'est que Go est certes indépendant, mais c'est financé par Google, et ce mélange des genres déplaît au final. Et donc bref, comme qui dit, suite au prochain épisode désormais. Allez, avant de poursuivre avec d'autres actus, place à la section en bref, et vous aurez une réponse à une question existentielle: le code avec des jurons est-il de meilleure qualité ? Ce week-end, une polémique est née dans l'écosystème Flutter car la principale bibliothèque utilisée pour faire des requêtes HTTP perdait son mainteneur principal. Mais cela semblait logique après plus d'un an sans nouvelle version. Toutefois, bonne nouvelle car la polémique s'est rapidement stoppée vu qu'un nouveau mainteneur a pris sa casquette. Côté Bluetooth maintenant, la spécification pour la version 5.4 a été validée. Elle ajoute notamment la prise en charge de la communication bidirectionnelle vers des milliers de nœuds à partir d'un point d'accès unique. L'exemple cité est celui des étiquettes électroniques que l'on retrouve dans les supermarchés. A l'occasion du FOSDEM, les mainteneurs de GTK ont annoncé commencer à travailler sur la version 5. Outre des API dépréciés et du code supprimé, cette version serait prévue pour la fin de l'année. Passé un temps, la fin du support du serveur graphique X11 était dans les parages, à voir si ça se confirmera. Si vous faites des jeux avec Unity, une très bonne nouvelle pour vous puisque le Hot Reload va arriver grâce au studio de développement The Naughty Cult. Comme vous le voyez en vidéo, vous pourrez éditer le code en C# et voir les modifications immédiatement. L'outil est gratuit pour les licences personnelles, sinon il faut payer un abonnement mensuel et par tête. Et enfin, dans une étude très sérieuse d'un doctorant allemand, la question sur la relation entre les jurons et la qualité de code est posée. Et bien, 47 pages plus tard, le résultat est sans appel, la qualité du code est meilleure avec. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Allez, on reprend avec .NET MAUI et j'ai hélas peur de vous annoncer que plus le temps passe, plus c'est inquiétant. Mais si je reprends l'affaire depuis le début, en fin de semaine dernière, il y avait le .NET Front-End Day, qui est un événement dédié à tout l'écosystème .NET de Microsoft. Et lors d'une présentation sur .NET MAUI, David Ortino, qui est l'un des product managers, a annoncé une belle nouvelle, à savoir que .NET 8 sera disponible d'ici à 2 semaines, donc vers vendredi prochain normalement. De son côté, la version stable, elle sera prévue en novembre. Mais il n'a pas donné plus d'informations dans son talk. Toutefois, si on regarde sur GitHub, le contenu de .NET 8, il y a quand même plus de 1900 tickets qui sont ouverts et 1500 fermés. Mais si on fait un rapide CTRL-F, il n'y en a que 5 qui sont encore ouverts et qui contiennent le mot-clé MAUI, sachant qu'il s'agit pour l'essentiel de régression ou de problèmes de performance, et sur ceux qui sont fermés, il y en a juste un seul. Mais bon, allez, s'il y a quand même un tout petit peu de positif, c'est l'arrivée de Blazor Hybrid sur Linux, c'est-à-dire le fait d'embarquer Blazor dans une application MAUI, sachant que pour rappel, et si je tire à gros traits, Blazor ça permet de faire des sites en .NET. Bref, Microsoft a beau dire ne vous inquiétez pas, tout va bien dans le meilleur des mondes, clairement c'est faux, .NET MAUI semble déjà ne plus être une priorité. Et pour terminer, on va à nouveau parler d'Android 14, mais à travers les découvertes de Markel Murphy, qui est vraiment quelqu'un d'ultra connu dans la communauté, mais qui est bien plus discret que notre Michel. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous apporte quelques compléments sur les anciennes découvertes, mais aussi des nouveautés qui nous concernent en tant que développeurs. Déjà sur le clonage des applications, ce sera transparent pour nous, car en appelant le getFilesDir, ce sera tout simplement un autre dossier qui nous sera transmis. Ensuite, c'est une info intéressante sur la potentielle ouverture d'Android à plus de boutiques d'applications, et là-dessus, vous allez me dire qu'il est déjà possible d'en avoir plusieurs, et en effet, c'est bien le cas. Mais un problème se pose rapidement, c'est que faire si une application allait sur 2 stores avec des versions différentes, mais des signatures identiques. Dans ce cas, il y aura désormais une méthode RequestUpdateOwnership qui par défaut est à faux, mais si elle est à vrai, quand une application sera mise à jour par un autre installateur que celui initial, ce sera à l'utilisateur de le valider explicitement. Ça ne pourra donc plus être fait de manière silencieuse. A priori, du coup, chaque store aura intérêt à mettre un trou ici, histoire d'éviter des problèmes dans tous les sens. Ensuite, il y a une nouvelle permission qui permet d'être notifié si une capture d'écran de son application est prise, c'est ce que font d'ailleurs certains réseaux sociaux et qui aujourd'hui étaient d'ailleurs plus ou moins un hack, alors qu'on aura ici bien une solution officielle.
Il y a aussi l'apparition d'un Device Lock Manager où il donne l'exemple des kiosques, par exemple les écrans dans les avions qui tournent généralement sur Android ou les bornes dans les McDo. Mais un autre concept de kiosque pourrait être avec des bornes liées à du paiement, et ce Device Lock Manager pourrait verrouiller la session programmatiquement. Ensuite, aujourd'hui, il est assez rare que la méthode getCallingPackage contienne l'information de l'application qui nous a appelé, mais une méthode pourrait, et oui j'emploie bien le conditionnel, le généraliser, mais vu que la valeur est à faux par défaut, pas sûr finalement que ça change beaucoup. On note aussi quelque chose qui pourrait être intéressant sur la gestion de la RAM, à savoir que la constante totale même permet aujourd'hui de savoir quelle est la mémoire en termes de capacité matérielle. Mais il se peut que les constructeurs dédient une proportion à tel ou tel usage, et c'est justement l'idée ici de l'Advertised Memory pour connaître la quantité réellement utilisable. Enfin, et de manière plus anecdotique, si vous voulez faire des conversions sur les altitudes, les calculs sont directement intégrés à Android. Et voilà, c'est tout pour cet épisode en ce jour de la Saint-Valentin. Et bon ok, il y avait quand même pas grand chose d'ultra sexy, mais qui sait, vous allez peut-être avoir des discussions passionnantes autour du support de Fortran par ARM et trouver l'amour de votre vie. Mais bon ok, je crois que je rêve un tout petit peu trop. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, et d'ailleurs vous noterez que dans les commentaires j'ai mis un formulaire pour que vous partagiez vos retours sur ce que vous pensez de DevCafé. Ça devrait pas vous prendre plus de 2-3 minutes, et en plus ça me permettrait d'améliorer le format. Et sur ce, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin à deux ou en solo. En tout cas, l'essentiel, faites-vous plaisir. Quoique ça peut faire peut-être un peu prêter à confusion, mais bref, peu importe, allez, on se dit à demain.